Fondelatte. Je ne sais pas si je peux coller le terme de tueur en série à l'histoire que je vais vous raconter. Formellement, non, puisque mon client du jour, qui s'appelle Denis Lemasson, a tué 2 personnes. Or, pour être qualifié de tueur en série, il faut avoir tué au moins 3 fois. Mais Lemasson a failli faire une 3e victime. Ça s'est joué à pas grand-chose. Cette histoire se déroule au début des années 2000 entre la France et la Suisse, et c'est pourquoi je la débrieferai avec un avocat suisse, maître Jamil Soussi du barreau de Genève. Vous trouverez cette interview dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Okis, réalisation Mathieu Fred. Europe 1, Christophe Fondelatte. Venez avec moi sur les lieux du crime. J'espère que vous avez les tripes bien accrochées. On est en mars 2002 dans la banlieue de Genève, en Suisse, sur une zone industrielle qui s'appelle Plan-les-Ouates. Tout à l'heure, la secrétaire de GS Automation, qui est une société qui fabrique des machines sur mesure, a appelé les gendarmes. Elle était paniquée. Remarquez, il y a de quoi. En arrivant au boulot, elle venait de tomber sur un cadavre. Le cadavre du comptable de la société. Les gendarmes viennent d'arriver sur place. Ah, bonjour messieurs. Venez avec moi. Je vais vous emmener. Suivons-les. Le corps est étendu sur le sol au pied d'un bureau. Fucking scène de crime. Le type a le crâne complètement fracassé et une énorme blessure au niveau de la gorge. Et surtout, il a la chemise relevée. Et sur son ventre, il est écrit au marqueur, en majuscule, « Sale violeur ». C'est donc pour ça qu'on l'a tué ? Ne nous précipitons pas. C'est peut-être pour ça qu'on l'a tué. Il a dû être attaqué par derrière, regarde. Il n'y a aucune trace de défense, ni sur ses mains, ni sur ses bras. Le monsieur s'appelle, ou plutôt s'appelait, Jean-Raymond Platy. Il avait 45 ans. Ça fait très peu de temps qu'il travaillait comme comptable chez GS Automation. À peine 10 jours. Si c'est un violeur, pourquoi l'avoir tué à son travail ? Pourquoi pas chez lui, ou je sais pas, sur la route ? Et maintenant, voici le cadavre nu sur la table en inox du médecin légiste. Il a été salement amoché, votre client, messieurs. J'ai compté 21 plaies au total. 4 coups violents derrière la tête, portés avec un objet lourd, genre barre de fer. Et ici, 17 coups au niveau de la gorge. Probablement portés avec 2 objets différents. Je dirais d'abord un objet pointu. On pourrait penser à un tournevis. Et ensuite un objet tranchant. Probablement un couteau. Et l'heure de la mort, docteur ? Entre 20h et minuit. Je ne peux pas être plus précis. Entre 20h et minuit ? Il travaillait encore à cette heure-là ? La réponse est oui. Hier soir, il a travaillé tard. Bon ben voilà, c'est un carnage. Vous imaginez la rage qu'il faut pour balancer 4 coups de barre de fer sur la tête d'un bonhomme. Bam, 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 bam. Et ensuite 17 coups de couteau et de tournevis au niveau de sa gorge. Bim, 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 bim. Faut en avoir lourd sur la patate pour faire un truc pareil. Mais si le type qui a fait ça a vraiment été violé par Jean-Raymond Platy, ça peut expliquer la barbarie de ce meurtre. Les policiers du service judiciaire de Genève qui héritent de l'enquête commencent par feuilleter l'agenda de la victime. Et ils comprennent pourquoi Jean-Raymond Platy a travaillé si tard. À 22h, il avait rendez-vous avec l'un de ses 2 fils, Ludovic. Renseignement pris, le gamin a 19 ans et en ce moment, il fait son service militaire dans le canton de Vaud. Alors le voir. Peut-être qu'il aura des infos. Mais d'abord, va falloir lui expliquer que son père a été assassiné. Assassiné par quelqu'un qui suggère que c'est un violeur. Mon père, c'est pas un violeur. C'est n'importe quoi. Dites-nous plutôt, jeune homme, où vous étiez hier soir. J'étais à la caserne. Vous pouvez vérifier, hein. Vous n'aviez pas rendez-vous avec votre père ? Oui, mais j'ai annulé. Alors on vérifie, et à l'heure du crime, il était bien à la caserne. Laissons le fiston à son chagrin.
Alors, Jean-Raymond Blaty était-il un violeur, comme c'est suggéré sur le ventre de son cadavre? À moins de trouver une victime, il n'est jamais facile de répondre à cette question. Mais d'après son entourage, c'était un doux, un calme, un discret, un type équilibré. Il venait de divorcer et depuis il a fréquenté quelques femmes via Internet. Toutes disent qu'il a été très attentionné avec elle. Tout ça, bien entendu, ne nous certifie pas qu'il n'a pas violé quelqu'un, mais disons que il n'avait pas le profil. Et chez les policiers du service judiciaire, une hypothèse s'impose assez vite. Si tu veux mon avis, avec cette histoire, on a voulu nous mettre sur une fausse piste. Cet homme n'a pas été tué parce qu'il avait violé quelqu'un. À ce stade, ça n'est qu'une intuition. Mais la suite va leur donner raison. Très vite, une piste s'ouvre qui semble plus pertinente que le viol. Vous nous dites qu'il n'est arrivé comme comptable dans votre entreprise GS Automation qu'il y a 10 jours, c'est ça? Oui, on l'a recruté pour remplacer Henri, notre ancien comptable. Il a été agressé, il pouvait plus travailler. Alors on a embauché Monsieur Blaty. Agressé? L'ancien comptable? Ça, c'est intéressant. Ça s'est passé il y a 4 mois. Le gars qui s'appelle Henri Cosa et qui vit côté français de la frontière a été attaqué à coups de barre de fer dans le parking souterrain de son immeuble. Bam! 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 Sa femme l'a retrouvé dans une flaque de sang. Il a été sauvé in extremis. Avec de grosses séquelles quand même. Hein. Il voit plus du tout de l'œil gauche. Il n'entend plus non plus de son oreille gauche. Et puis surtout, il peut plus parler. Il peut plus écrire non plus. Mais il peut dessiner. Regardez, il a essayé de dessiner la tête de celui qui l'avait agressé. Essayez, hein. En vérité, le dessin n'apporte pas grand-chose. Un type avec un regard de fou furieux. Mais rien à en tirer. L'agression du pauvre Henri Cosa a eu lieu en France. Et donc c'est la police française qui est sur le coup. Et à ce stade, eh bien elle a fait chou blanc. Mais comme les deux affaires se ressemblent, désormais Suisses et Français sont condamnés à travailler ensemble et à s'intéresser ensemble à un troisième comptable. Alors, selon nos informations, la société GS Automation emploie depuis 3 ans un autre comptable. Enfin, ne l'emploie pas vraiment. En vérité, il est détaché auprès de l'entreprise par une société fiduciaire suisse. Peu importe. Le gars s'appelle Lemasson, Denis Lemasson. Et il est français, hein, et il habite en France, en Haute-Savoie. Peut-être que vous pourriez aller l'interroger. Ah mais on va le faire. On va le faire. Parce que le type doit commencer à avoir la trouille. Hein. 2 de ses collègues se sont fait attaquer, dont un est mort. Il doit penser qu'il est le prochain sur la liste. Hein. Et donc les policiers vont le voir, ce Lemasson. Et ils tombent sur un drôle de type. Un type froid comme une merde de goujon. Calme, a priori coopérant, mais totalement dénué d'humanité. Vous pouvez nous dire où vous étiez, monsieur Lemasson, le jour où votre collègue, monsieur Blaty, a été tué? Vous étiez à GS Automation? Non. J'avais rendez-vous justement avec Jean-Raymond Blaty pour parler des salaires du mois de mars, mais ma femme m'a appelé pour me dire que notre fille, qui a 5 ans, était malade. Et donc j'ai annulé le rendez-vous. Je suis rentré chez moi pour passer du temps avec ma femme et avec ma fille, quoi. Soyons clairs. A priori, les policiers n'ont aucun soupçon à l'égard de cet homme. Mais comme il est parfaitement antipathique, ils décident de perquisitionner sa maison. C'est sa femme qui les accueille. Votre mari, madame, enfin votre compagnon, hein, je crois que vous n'êtes pas mariés, c'est ça? Non. Votre compagnon, donc, nous a dit que le soir du crime, il est rentré chez vous vers 18h30 et qu'il n'est pas ressorti. Vous confirmez? Oui. Il a passé toute la soirée avec nous. Et les policiers se lancent dans la fouille de la maison. T'as trouvé quelque chose d'intéressant? Non, rien du tout. Et toi? Rien du tout non plus. Et ils sont sur le point de partir quand ils tombent sur une paire de chaussures. Des chaussures avec des petites taches dessus, qui ressemblent à des gouttes de sang. Et si c'était le sang de Jean-Raymond Blaty? Je répète que jusque-là, il n'avait aucun soupçon à l'égard de Denis Lemasson, qui est froid comme un glaçon.
Mais d'un coup, à cause de ces gouttelettes de sang sur ses pompes, il devient suspect. Et donc les policiers saisissent les chaussures et ils les envoient au labo pour analyse ADN. Résultat. L'ADN relevé sur les chaussures ne correspond pas du tout à celui de Monsieur Blatty. Ok, d'accord. Alors peut-être que c'est l'ADN d'Henri Cosa, la première victime. Peut-être, mais à ce stade, impossible de le dire puisqu'on ne dispose pas de l'ADN de Monsieur Cosa. Ok, on va faire un prélèvement en Henri Cosa et on verra bien. Et le verdict tombe. Alors nous avons procédé à une comparaison avec le sang de Cosa Henri. Elle est positive, hein. C'est son sang qui est sur les chaussures du suspect. Nom de Dieu! C'est donc lui, le maçon, qui aurait attaqué Henri Cosa à coups de portefer. Et possiblement lui qui, 4 mois plus tard, aurait massacré jusqu'à le tuer Jean-Raymond Blatty. C'est une perspective stupéfiante. Enfin, pourquoi, diable, ce type s'en est-il pris à 2 reprises à ses collègues comptables? Quel compte voulait-il régler? Les policiers lui posent la question. Il n'a pas d'explication à la présence du sang d'Henri Cosa sur ses grolles. Qu'importe, le voilà en prison à Genève. Le problème avec Denis le maçon, c'est qu'il a un alibi le soir du meurtre. Vous vous souvenez? Il a dit qu'il était chez lui et sa femme a confirmé. Sauf que ça ne colle pas. J'ai regardé le relevé de son portable. Ce soir-là, sa femme l'a appelé 3 fois depuis leur téléphone fixe. À 18h41, à 18h48 et à 21h58. S'ils étaient vraiment ensemble tous les deux. Pourquoi est-ce qu'elle l'appelle alors? Eh bien, allons le lui demander. Elle s'appelle Viviane. Et pour elle, l'enjeu est sérieux et les policiers le lui disent d'entrée. Je vais être clair avec vous, madame. S'il s'avérait que vous avez menti, vous pourriez être poursuivi pour complicité. Et pour vous, la conséquence serait immédiate. Hein. Vous perdriez la garde de votre fille. Alors réfléchissez bien. Votre mari était-il vraiment chez vous le soir du meurtre de Monsieur Blatty? La question la déstabilise au point qu'elle pète les plombs. Elle déclenche une crise de nerfs grand format. Mais elle ne lâchera pas. Je vous ai dit que Denis était à la maison. Il était à la maison. C'est clair? Oh, calmez-vous, madame. Vous dites peut-être la vérité. Pendant ce temps-là, les policiers se lancent dans une nouvelle fouille de la maison. Et dans le garage, ils tombent sur une boîte en fer. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. Des disquettes informatiques. Ok, va falloir les regarder, celles-là. Et là, on a des chèques de la société GS Automation. C'est quand même bizarre qu'ils ramènent ça à la maison. Hein. D'autant que, regarde, il y a des chèques qui sont signés de sa main, puis il y en a d'autres qui sont signés du PDG de la boîte. Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça chez lui? Et les policiers décident de ramener tout ça au bureau. Et tant qu'à faire, ils saisissent aussi l'ordinateur de Denis le maçon. Attention, madame, si vous avez menti, ça risque de vous coûter très cher. Quelques heures plus tard, la compagne de Denis le maçon débarque au commissariat de Genève. Elle a bien réfléchi. Voilà. La vérité, c'est que le soir du 20 mars, il n'est pas rentré à 18h30 comme je vous l'ai dit. Il est rentré à 22h. Bien. Pourquoi est-ce que vous avez menti alors? Parce que c'est lui qui me l'a planté. Quand il est rentré, vous n'avez rien remarqué sur lui, je sais pas, des taches de sang sur ses vêtements ou sur ses mains? Je sais pas. En rentrant, il a pris une douche. Et du coup, vous ne vous êtes pas posé de questions quant à son implication dans le meurtre de Jean-Raymond Blatty? Ah mais non. Il m'a juré qu'il avait rien à voir avec cette histoire. Je le crois, moi. Elle est naïve, maman. Mais dans la foulée, elle se met à raconter. Elle dit que depuis le mois de septembre dernier, Denis a changé. Il s'est mis à découcher. Et quand il rentre, il sent l'alcool et le tabac. Elle pense que depuis des mois, il la trompe. Elle raconte qu'en novembre dernier, elle a pris sa fille sous le bras et qu'elle a claqué la porte. Mais que sa fille réclamait son papa. Alors elle est revenue et elle lui a pardonné. Méritait-il ce pardon? Pendant ce temps-là,
Les policiers ont commencé à exploiter les documents qui étaient dans la boîte en fer, dans le garage. Ils n'en reviennent pas. Putain. Il tape dans la caisse de la boîte, le con. Après avoir examiné une par une la totalité des pièces comptables de la boîte en fer, les policiers estiment qu'en 2 ans, en faisant des chèques à son nom, Denis Lemasson a détourné 400 000 francs suisses des comptes de GS Automation, ce qui à l'époque représente 300 000 euros. Et qu'est-ce qu'il a fait de ce pognon? Il l'a dépensé? Oui, mais pas tout. Le reste, il l'a placé sur un compte en Suisse. Et quand on regarde le compte, on s'aperçoit qu'il a retiré régulièrement du liquide. Et pourquoi faire? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Tic, tac, tic, tac. Qu'est-ce qui rend les hommes fous? Tic, tac, tic, tac. Leur bite. Monsieur Denis Lemasson a ses habitudes dans un quartier chaud de Genève, qui s'appelle les Paquis, au point qu'on l'appelle le baron des Paquis. C'est là que depuis 6 mois, dans des bars à hôtesse, plusieurs après-midi par semaine, il dépense son pognon. Dès lors, on commence à entrevoir la mécanique du meurtre. Jean-Raymond Blatty avait sans doute découvert qu'il tapait dans la caisse, et il l'a tué pour qu'il ne parle pas. Comme il avait agressé Henri Causa pour qu'il ne parle pas non plus. Alors, monsieur Lemasson, qu'est-ce que vous en dites? Oui, j'ai détourné de l'argent. Mais c'est pas de ma propre initiative. J'ai fait ça à la demande du patron de GS Automation. Et l'argent que j'ai touché, c'était qu'une commission. Une commission de 400 000 euros pour une entreprise de 30 employés. Il nous prendrait pas pour des jambons, la bite à roulette. Et il ajoute: j'ai détourné de l'argent, mais je ne suis en aucun cas mêlé au meurtre de ce pauvre monsieur Blatty. En aucun cas. Ah bon? Et pourtant, votre téléphone portable a activé des relais proches de l'entreprise le jour du crime, entre 18h40 et 21h50, heure à laquelle, je vous le rappelle, vous prétendiez que vous étiez chez vous. Le regard du type à ce moment-là, une bête fauve. On dirait qu'il va sauter à la gorge du policier. Pile le regard, en vérité, du dessin fait par Henri Causa. Et le voilà parti dans une explication moisie. C'est vrai, je suis pas rentré chez moi à 18h30 comme je vous l'ai dit. Ça, monsieur, on le sait déjà, hein. C'est votre femme qui nous l'a dit. Ah bon? Oui, monsieur. Et qu'est-ce que vous avez fait, alors? Eh bien, en fait, je voulais rentrer chez moi, mais quand je suis arrivé à la frontière, je me suis aperçu que j'avais gardé un livre de comptabilité dans la voiture. Et je savais que monsieur Blatty en avait besoin. Et donc, j'ai fait demi-tour pour le lui porter. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvé mort dans son bureau. Je voulais appeler la police, mais j'ai paniqué. J'ai eu peur qu'on m'accuse. Alors j'ai décidé de rien dire et de rentrer chez moi. Comment peut-il penser une seconde qu'on va le croire? Et maintenant, il faut que je vous raconte quelque chose sur ce Denis Lemasson. Quelque chose que les policiers découvrent assez vite, mais dont sa propre femme n'était absolument pas au courant. En 1987, alors qu'il avait 15 ans, le papa de Denis a été assassiné. On a retrouvé son corps dans sa voiture carbonisée au bord d'une route de Haute-Savoie. Assassiné par qui? Eh bien, d'après l'enquête, assassiné par son propre frère, par le tonton de Denis, qui a avoué le meurtre. Et là, on se dit, gros traumatisme dans la vie de cet ado. La mort de son papa. Attendez la suite. 2 ans plus tard, à 17 ans, Denis tombe amoureux. Mais sa petite amie le quitte pour un autre. Ça le secoue tellement qu'il veut mourir. Il avale une boîte entière de médicaments. Et juste avant de perdre connaissance, il appelle sa mère. Et voilà ce qu'il lui dit. 17 ans. Maman, la mort de mon père. C'est moi et Loïc qui l'avons tué. La mère effarée prévient les gendarmes. Et à 17 ans, en garde à vue, il raconte.
On avait décidé de le tuer, Loïc et moi. Ne me demandez pas pourquoi, je saurais pas vous dire. Une nuit, il était dans son lit. Loïc et moi, on a pris un couteau chacun. On est rentré dans sa chambre et en même temps, on lui a donné chacun un coup de couteau. On l'avait décidé, ça. Chacun. À égalité. Et après, on a mis le corps dans la voiture. Et on est allé cramer la voiture au bord de la route. Le tonton avait avoué le meurtre, alors que ça n'était pas lui. Et donc, logiquement, à 17 ans, Denis se retrouve devant le tribunal pour enfants pour un assassinat commis 2 ans plus tôt, quand il avait 15 ans. 15 ans, on peut pas le condamner à perpétuité. Il prend 5 ans. Il est sorti de prison 2 ans plus tard, avec un diplôme de comptable. Et voilà. Denis le maçon est un assassin récidiviste. Il a tué son propre père à l'âge de 15 ans. Et 15 ans plus tard, à 30 ans, il a tué son collègue de travail, après avoir tenté de zigouiller le précédent. Denis le maçon est un psychopathe depuis tout petit. Il va y avoir 2 procès, normal. Un en Suisse pour le meurtre de Jean-Raymond Blaty, et plus tard un autre en France pour la tentative de meurtre sur Henri Causin. Le premier procès se déroule en septembre 2004 devant les assises de Genève. Denis le maçon n'a pas du tout la tête de l'emploi. C'est un gamin de 32 ans, blondiné, aux yeux bleus, avec un visage doux, un peu froid, mais quand même doux. Lui, pendant toute l'enquête, il n'a pas bougé. Il n'a pas tué son collègue Blaty. Il l'a trouvé morte dans son bureau. Et il s'est carapaté pour ne pas qu'on le soupçonne, à cause de son passé. Mais à la fin, eh bien, personne ne l'a cru. La preuve, Denis le maçon est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui en Suisse est extrêmement rare. La justice n'avait jamais condamné quelqu'un à perpète depuis 15 ans. Cinq ans plus tard, en 2009, Denis le maçon se retrouve devant la justice française à Annecy. Il est donc accusé d'avoir tenté de tuer Henri Causin. Il n'est pas mort, mais je vous ai raconté les séquelles qu'il a gardées. Il l'a massacré. Retenons de ce procès le témoignage de l'expert psychiatre, le docteur Rambaud. On aura envie de comprendre. Monsieur le maçon est ce qu'on appelle un pervers manipulateur. Et un psychopathe, au sens où il est incapable d'avoir de l'empathie pour quiconque. C'est un homme dangereux et incurable, dont la société ne peut se protéger qu'en l'enfermant. La messe est dite, et il l'a compris. À la toute fin du procès, il finit par reconnaître à voix très basse que oui, il a voulu tuer Henri Causin, et que oui, il a tué Jean-Raymond Blaty. Et le verdict tombe. Perpète. Pour une tentative d'assassinat. Ça n'est pas courant. Perpète avec 22 ans de sûreté. Et comme les 2 perpètes ont été prononcées dans 2 pays différents, elles ne se confondent pas. Elles s'additionnent. Il restera au minimum 15 ans dans une prison suisse. Au minimum. Et après, il ira purger une peine minimale de 22 ans dans une prison française. Au minimum. Bref, il ne sortira probablement jamais de prison. Les vœux du psychiatre ont été exaucés. Je vous ai raconté l'affaire Denis le maçon qui, 15 ans après avoir tué son père, récidive en tuant un collègue de travail et en tentant d'en tuer un autre au prétexte que tous les 2 allaient révéler qu'ils tapaient dans la caisse. C'est une affaire qui éclate en 2002 en Suisse et qui se poursuit en partie en France. Et pour cet assassinat et cette tentative d'assassinat, Denis le maçon a été condamné 2 fois à la perpétuité. Et je débriefe cette histoire avec son avocat, maître Jamil Soussi, du barreau de Genève. Vous étiez l'avocat de Denis le maçon dans les 2 procès français et suisse? Non, alors je l'ai défendu uniquement devant la cour d'assises de Genève lors du premier procès. Où en est-il avec sa première peine de perpétuité en Suisse pour laquelle il était libérable au minimum au bout de 15 ans?
Il n'est toujours pas sorti. Nous avons fait plusieurs demandes de libération conditionnelle qui n'ont pas été accueillies favorablement. Mais il va être prochainement transféré en France. Nous avons reçu une décision favorable qui tente à son transfèrement en France. Donc il va commencer à purger sa peine française dans les prochaines semaines maintenant, je crois. Donc au minimum pour 22 ans de plus? Alors normalement oui, puisque les peines, comme vous l'avez dit, ne se confondent pas, mais c'est vrai qu'on est dans un cas qui me paraît tout à fait exceptionnel. Ce qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, et c'est ça qui est assez vertigineux, c'est quand même que Denis Lemasson, s'il avait commis ces deux crimes dans un pays ou dans l'autre, il n'aurait qu'une seule peine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les crimes qu'il a commis n'ont été commis qu'à quelques kilomètres de distance en réalité. Hein. Il y a juste une frontière entre les deux, et c'est ça qui lui vaut de devoir purger deux peines de réclusion à perpétuité successives. Donc bon, je pense que éventuellement un confrère français pourrait envisager de demander à la justice de se pencher sur les particularités de ce cas, si tant est, bien entendu, qu'on puisse considérer que Denis Lemasson est libérable, bien sûr. On va évoquer les raisons qui ont amené les jurés à la condamner à perpétuité. Perpétuité en Suisse, c'est donc si rare que ça? Alors ça l'était à l'époque. Maintenant, ça a un peu changé. C'était quand même il y a 20 ans. Depuis, il y a eu plusieurs autres cas de perpétuité, mais à l'époque, c'était en effet rarissime. C'était rarissime. Les jurés des cours d'assises, en général, avaient tendance à prononcer des peines beaucoup moins lourdes. Et oui, j'appartenais à l'époque, en ayant vu cette peine prononcée contre un client, à un club très restreint, je dois dire. Alors, est-ce qu'il avoue vraiment à la fin du procès français? Vous n'étiez pas là, mais je suppose qu'on vous a raconté, on dit qu'il a avoué un peu en ruminant à voix basse les deux crimes. Oui, Denis Lemasson, c'est quelqu'un qui a fait un certain travail depuis lors sur lui-même, mais qui à l'époque avait énormément de peine à s'exprimer ou à exprimer quoi que ce soit sur sa personnalité, sur ses motivations. Et voilà, effectivement, apparemment, il a tout simplement fait un aveu très bref, très rapide, dit en quelques mots, en toute fin de procès. C'est typiquement le type d'aveu qui n'amène absolument rien de positif pour la peine qui sera infligée. Si éventuellement pour les parties civiles, ça fait du bien. Ça peut, en effet, je pense que c'était d'ailleurs le but principal de cet aveu. Après, je pense qu'il ne l'a pas fait avec toute l'émotion et l'expression de regret qui peut-être aurait été attendue de la part des parties civiles. À l'époque, c'était quelqu'un qui avait énormément de peine à exprimer quoi que ce soit, Denis Lemasson. Ça, il faut bien le reconnaître. Mais il avait avoué? Non, écoutez, il n'a jamais avoué quoi que ce soit. Moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à évoquer ce qui se dit dans le parloir. Pour moi, ce qui se dit au parloir reste au parloir. Oui. Voilà, c'est le secret professionnel. Ce qui est certain, c'est que pour moi, Denis Lemasson à l'époque, c'était quelqu'un qui préférait, qui avait une construction sociale qu'il ne voulait pas remettre en question, et qui préférait passer pour quelqu'un qui était victime d'une injustice, d'une erreur judiciaire, plutôt que d'être réellement confronté à la réalité de ce qu'il avait fait, qui était épouvantable. Ça, il faut bien le reconnaître. Et donc non, et c'était pas quelqu'un qui s'épanchait sur ce qu'il avait fait. C'était très compliqué d'obtenir des choses de lui. L'expertise psychiatrique du psychiatre français, le docteur Rambaud, lors du procès en France, est terrible. Mais sans doute, est-ce qu'elle rejoint l'expertise du psychiatre suisse? Il dit, c'est un pervers manipulateur, c'est un psychopathe, c'est un homme dangereux et incurable dont la société ne peut se protéger qu'en l'enfermant. Vous êtes d'accord avec ça? Non, écoutez, moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, il n'y avait pas eu d'expertise psychiatrique. En réalité, c'était une singularité. Le juge d'instruction qui avait traité l'affaire avait estimé que ça n'était pas nécessaire. Ah bon? Qu'il n'y avait pas d'indice particulier de maladie ou de troubles mentaux. C'est une décision qui lui était propre. Qui nous a permis, je dois dire, d'éviter à la défense la question de l'internement, parce qu'en Suisse, on a une mesure qui est spécifique, qui s'appelle l'internement quand on a un trouble mental incurable, qui fait que la peine est réellement perpétuelle, sauf si un expert si un expert estime qu'il y a eu une guérison. Donc pour nous, c'était quand même positif d'éviter cela, ça c'est certain. Après, bon, moi je pense... Est-ce que psychopathe est le bon mot? Psychopathe, c'est celui qui tue sans émotion, sans empathie à l'égard de sa victime, qui tue froidement. Écoutez,
si on analyse les faits, c'est difficile de contester cette analyse à l'époque. Maintenant, ce que je pense, c'est que sur l'aspect incurable, je pense que là, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois encore Denis Lemasson à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a fait un très grand travail sur lui-même, qui est capable maintenant d'exprimer des émotions, qui est capable de mettre des mots sur ce qu'il a fait, sur les motivations qu'il a eues. Et c'est quelqu'un qui, à mon sens, a fait un énorme travail et qui n'est plus la même personne qu'il y a 20 ans. Et je pense que la société devrait pouvoir lui donner une autre chance. Je pense que c'est quelqu'un qui maintenant serait capable de maîtriser ses pulsions de façon évidente. C'est donc qu'il fait un travail avec des psychiatres et des psychologues Exactement. En prison en Suisse. C'est ça. Il suit une psychothérapie depuis de nombreuses années. Il s'y est prêté volontairement. Il n'a jamais raté une seule séance depuis toutes ces années hebdomadaires. Et je pense que réellement, ça lui a permis de se transformer, de se transfigurer littéralement. Si c'est un pervers manipulateur, il a pu embobiner le psychiatre aussi. Oh, écoutez, ça, on peut toujours l'imaginer. Vous trouverez toujours des gens qui diront ça. Moi, ce que je pense, c'est que sa démarche est sincère et que c'est quelque chose qui se voit même dans son attitude. Vous savez, c'est quelqu'un qui, à l'époque, était très froid, très fermé, qui ne laissait jamais transparaître ses émotions. Maintenant, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Un psychopathe se construit souvent sur une enfance saccagée. Est-ce que c'est son cas ? Il avait une relation très particulière avec sa mère. Je pense que cette relation explique beaucoup de choses. Enfant saccagé, je ne pense pas qu'on puisse réellement dire ça. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'amour, qui n'a pas eu de père, qui a eu une relation difficile, très difficile avec ses parents. La relation avec sa mère dont vous vouliez parler, c'est quoi ? C'est une relation qu'on peut qualifier de fusionnelle, d'exagérément fusionnelle, une exclusivité de la relation. Castratrice. Oui, on peut voir ça comme ça, en effet. Et donc, ça peut expliquer ce côté assez inhumain que constatent les policiers dès le début, cette froideur, cette incapacité à communiquer même en empathie avec eux. Oh, moi, ce que je pense, c'est que ce qui lui a rendu difficile, ce qui lui a rendu impossible la communication avec quiconque, c'est qu'il s'est enfermé dans une forme de déni par rapport à ce qu'il a fait. Et je pense que cette froideur, c'est aussi une construction, un personnage qu'il s'est construit au moment de la procédure et au moment où les faits sont produits. Pour faire face. C'était impossible. C'était sa manière à lui de se couper complètement de ce qui se passait autour de lui. Je pense que ça a été quelque chose de très difficile à accepter pour les gens qui ont eu à traiter son affaire. Ça a été sa froideur a probablement parlé en sa défaveur lors de ses procès. C'est quelque chose qui manifestement a heurté les jurés, qui a été interprété comme un signe de dangerosité. Mais pour moi, je pense que c'était juste une façon de rester dans sa bulle et d'éviter d'être confronté à ses émotions. Alors, votre client n'a pas avoué pendant l'enquête. Du coup, la question, évidemment, du mobile reste une hypothèse. L'hypothèse qui est retenue, c'est qu'il tue Jean-Raymond Blaty et qu'il attaque et qu'il s'en prend à Henri Causa qu'en vérité, il voulait tuer parce qu'ils allaient révéler au patron de GS Automation qui tapait dans la caisse. C'est ça le mobile ? Absolument, c'est ça le mobile. C'est malheureusement un mobile totalement absurde, parce que c'est vrai que c'est une fuite en avant, ce qu'il a fait. Forcément, à un moment ou à un autre, l'entreprise était vouée à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles ses comptables se faisaient tous agresser sauvagement. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que fondamentalement, il était impossible qu'une issue favorable ou pour lui ou il allait dans le mur. Se dessine. Il allait dans le mur de toute façon. Ouais. C'est ça qui est vertigineux. Et ce qui est vertigineux aussi, c'est l'usage qu'il faisait de cet argent. Alors il flambait un peu, Il avait une maison qui était au-dessus de ses moyens, il avait une piscine, officiellement il n'avait pas l'argent pour l'acheter. Mais enfin quand même, l'essentiel de l'argent, il l'a dépensé au bordel, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'il c'était pas, il n'allait pas aux filles en réalité. Il consommait uniquement du champagne et offrait du champagne très généreusement à tous les clients. Mais en réalité, c'était purement platonique, si je puis dire. Il couchait pas avec les filles. Non. C'est ça qui paraît
d'autant plus surprenant et qui rend les choses d'autant plus difficiles à comprendre. Il s'attablait dans ces endroits et il se contentait de consommer de l'alcool et il repartait sans rien faire de plus. Il jouait les grands seigneurs, quoi. Exactement, oui. D'où ce surnom de baron des paquis. C'est ça. Il était très généreux avec toutes les personnes qui pouvaient se trouver dans l'établissement. C'était un véritable prince, effectivement. Vous devenez son avocat pile au moment de son arrestation, ou vous arrivez plus tard? Peu de temps après. En effet, j'arrive au moment où les choses ne sont pas encore aussi claires que ça. L'ADN n'a pas complètement parlé. Au début, sa stratégie de dénégation n'est pas complètement absurde ou impossible. Donc oui, c'est à ce moment-là que j'arrive. Ok. Il vous dit qu'il a passé, c'est-à-dire qu'il a tué son père? Oui, il le dit, et d'ailleurs c'est pour ça c'est comme ça qu'il explique énormément de choses. C'est-à-dire qu'il dit par exemple, je suis arrivé sur les lieux du crime, j'ai découvert le cadavre de Jean-Raymond Blatty, et je suis reparti sans appeler la police parce que j'étais persuadé qu'au vu de mon passé, on allait me soupçonner immédiatement, alors même si je suis innocent. Et en réalité, il en fait plutôt justement une explication de son comportement étrange dans le cadre de la procédure. D'accord. Et qu'est-ce qu'il raconte sur le meurtre de ce père et sur ses motivations à l'époque? Parce qu'à l'époque, il dit pas grand-chose, mais il est gamin. Non, alors ça, on n'en a jamais parlé. C'était pas l'objet non plus du procès qui se déroulait en Suisse. Il refusait de s'exprimer sur ce sujet. C'était extrêmement difficile. Une véritable boîte noire. Je dois aussi avouer que c'est pas un sujet qui a été vraiment abordé par les autorités judiciaires en Suisse, qui ont estimé qu'effectivement c'était pas, ça faisait partie du dossier, mais que ça n'était pas l'objet de leur enquête. Le coup du message sale violeur, il y a une part de génie là-dedans, parce qu'évidemment, le but, c'est d'orienter l'enquête à l'extérieur de l'entreprise, sur un sujet qui, au début des années 2000, commence à résonner fort dans les sociétés suisses et françaises. Ça veut dire qu'il est intelligent? Oui, je pense qu'il a une forme d'intelligence. Et je pense que c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire qu'à l'âge qu'il avait, et avec les capacités qu'il avait, il aurait pu faire quelque chose de bien différent dans sa vie. Je pense qu'il avait des capacités professionnelles. C'est quelqu'un que moi-même je trouve courtois, sympathique, qui peut être intéressant dans les échanges que j'ai avec lui. Et ça fait effectivement, ça donne à réfléchir de penser qu'il a gâché sa vie de la sorte. Et c'est vrai que cette inscription sale violeur, ça a pu être effectivement considéré comme une manœuvre intéressante, mais la réalité, c'est que ça a plutôt été quelque chose de très contre-productif parce que ça a évidemment été très mal perçu par les parties civiles qui n'ont pas qui n'ont pas digéré le fait que leurs proches aient été salis de la sorte. Ce d'autant plus qu'effectivement, ça a conduit la police au début de l'enquête sur des pistes, à enquêter sur des pistes de la vie privée de la victime. Et ça, c'est évidemment toujours très très désagréable et très très difficile à accepter pour les parties civiles. Il a compris la légitimité de ces 2 condamnations à perpétuité. Il a trouvé que c'était logique. Il a trouvé qu'il méritait ça. Alors, je pense que sur le principe, effectivement, le fait de prendre une peine maximale, je crois qu'il l'a complètement accepté et intégré. Je pense que la gravité extrême de ce qu'il a fait, ça n'est pas quelque chose qu'il remet en question. En revanche, l'absence de perspective de sortie dans un futur, même dans un horizon lointain, ça c'est quelque chose qui est évidemment difficile à accepter pour tout être humain. Il sortira un jour, vieux sans doute. Je l'espère. Je l'espère. Moi, je pense que chacun peut s'amender. Je pense qu'en l'occurrence, il a fait, lui, à titre individuel, un travail extraordinaire qui était totalement inattendu il y a 20 ans. Et je pense qu'il mérite sa chance. Je pense qu'il mérite une deuxième chance, une dernière chance dans sa vie. J'étais ravi de parler avec vous, Maître Djamil Soussi, du barreau de Genève. C'est une histoire vraiment intéressante. Ça fait un moment que je vous avais pas raconté, je trouve, une histoire aussi intéressante que celle-là. Celle-là, moi, elle m'a passionné d'un bout à l'autre. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.